Et maintenant, on a dit, voilà, est-ce que c'est transmissible pour des plus petits niveaux, pour des villes ou des communes? On n'en a pas choisi les plus petites, hein, c'est comme la ville de Zurich, mais on veut quand même voir comment est-ce que ça fonctionne ici, quel est le processus qui fonctionne, notamment par aussi avec un certain nombre d'exemples en fait aussi au niveau du papier et des textiles. Alors la personne, donc Sonia Guéry, elle est responsable donc des achats durables hein, en termes de marché public. Elle va nous montrer quelques exemples sur ces achats dans la ville de Zurich. Merci, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Lehmann. Alors, je vous souhaite la cordiale bienvenue de ma part. Alors, aujourd'hui, j'aimerais remercier donc à la Confédération d'être capable ou d'être ici aujourd'hui. Alors, nous avons donc noté donc un réchauffement global de 1,1 degré et les ressources ou la réduction des ressources devrait donc se redoubler donc par rapport à 2015 jusqu'en 2026. Alors, ces pronostics de l'IPCC et de l'OECD sont très pessimistes. Alors, question par rapport donc à la consommation donc de ressources, il faut contribuer afin que le tout soit supportable de manière écologique et environnementale. Surtout, ce sont les villes et les communes qui doivent donner l'exemple. Alors, si on regarde un peu justement les achats durables dans la ville de Zurich, alors ils sont donc pour une très grande part responsables donc de ces aspects. Alors, on veut donc penser global, mais agir local. Alors, elle existe aujourd'hui, elle va continuer à exister dans le futur. Alors, comment est-ce que la ville de Zurich s'y prend? Zurich, en ce moment, elle est en train donc d'élaborer donc net zéro émission, donc un scénario gaz à effet de série net zéro. Et donc les experts ils sont du même avis, c'est que les émissions directes doivent aussi être donc prises en considération parce qu'ils font 3/4 donc de toutes les émissions au total. Et c'est quand même une partie très significative. Nous importons ces choses en forme d'énergie grise donc dans les marchandises et une part ou une partie donc de ces émissions directes, eh bien, elles sont créées par la ville elle-même en forme donc d'achat public. J'aimerais donc parler de 4 étapes ou présenter 4 étapes pour un approvisionnement durable, donc les achats durables, pas seulement donc pour les acheteurs, les acquéreurs. Alors on fait d'abord donc une analyse des besoins. C'est très important parce qu'en fin de compte, les marchandises qui n'ont pas été achetées, alors ce sont toujours les moins chères et aussi les plus écologiques. Et il est important de retenir qu'il faut donc définir des critères d'adéquation et aussi des exigences minimales. Et c'est peut-être que oui, on peut peut-être donc oublier l'une ou l'autre chose lors des critères d'attribution, mais pas pour les autres. Alors, et voici donc des fiches, des dépliants pour les acheteurs, les acquéreurs, par rapport aux différents groupes de marchandises avec des hotspots écologiques, socio-écologiques et aussi les normes donc qui font rapport aux différents critères. Elles sont la base donc pour un système de contrôle et de surveillance et on a dit justement le contrôle et aussi la formation dont des acquéreurs, des acheteurs est aussi très importante. Alors, les contrôles, on ne fait pas comme Arma Suisse sur place ou sur site, mais on le fait en forme de papier. Donc, en forme écrite. Alors, j'aimerais donc expliquer 4 exemples donc d'approvisionnement durable. Alors, par rapport donc à la construction, les textiles, l'alimentation et papier hygiénique ici. Alors, l'utilisation des ressources lors du bâtiment est très grand. Alors, je dois dire que les bâtiments municipaux jouent un rôle pionnier depuis 2005 déjà. Alors, on travaille ou on construit déjà avec du béton recyclé. Alors, le défi n'est plus donc d'utiliser donc le béton, mais d'avoir donc d'élever donc les granulats recyclés à partir de béton et de déchets. Et la qualité, elle est la même et cela nous coûte même
moins cher. Dans une directive, donc, des 7 jalons étapes par rapport à la construction respectueuse de l'environnement et de l'énergie. Il y a aussi donc une partie donc, des sables métallurgiques, donc de la fonderie, qui est utilisée donc pour réduire ces émissions CO2. Et donc, on a une émission CO2 par mètre cubique de béton de moins 25 Et vous voyez ici donc le musée d'art Kunsthaus qui a été donc construit avec ce ciment donc émission de CO2 réduit. Il a parlé, l'architecte, donc de nouveaux matériaux, mais en tout cas, d'abord, il ne veut pas se familiariser avec cela, mais entre-temps, il est très amateur de cela et il a même parlé donc des aspects donc esthétiques. J'ai là donc une fiche technique si cela vous intéresse, où je peux aussi vous présenter donc le calculateur donc de type de béton. Aussi, pour ce qui en est donc de l'ingénierie civile, on utilise aussi donc des matériaux de recyclage, par exemple donc pour les réparations de revêtement de la chaussée. Alors, on prend aussi de l'asphalte recyclé et le tout fonctionne très bien. Mais avant de passer au textile, on a déjà entendu parler de beaucoup de choses. Alors, le calculateur donc de textile, j'aimerais d'abord vous donner un aperçu des critères d'adéquation. L'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus sale, on peut dire, suite donc à l'industrie donc du mazout brut. Alors on reconnaît donc les domaines problématiques comme par exemple les pesticides ou bien les conditions catastrophales donc de travail. Lors de cette chaîne de livraison, au cours de cette chaîne de livraison. Et comme pour tous les groupes de produits et tous les appels d'offres, alors on a un codex donc, de comportement. On demande donc les normes donc de OIT et cela n'est pas seulement valable pour les textiles. On demande aussi lors des derniers appels d'offres que cette chaîne donc, de livraison soit aussi transparente parce qu'à la fin, on ne peut pas dire que ce codex soit vraiment justifiable si on ne connaît pas les étapes donc, de cette chaîne. Nous savons que un hotspot social se trouve au sein de la confection et là, encore une fois, on aimerait regarder un peu de plus près et on demande donc des fournisseurs donc un troisième audit à ce niveau donc pour respecter donc ces normes de l'OIT et nous avons aussi des exigences minimales par rapport au codex, par exemple donc des fibres donc naturelles. Donc, de ressources organiques et aussi donc la dépollution de l'air pour les véhicules de livraison. La plupart des critères d'attribution, les avons intégrés donc dans le calculateur textile. On va en parler donc dans le troisième forum cet après-midi. Pour ce qu'on est des critères sociaux, on veut des conditions de travail équitable, des salaires décents et comment donc les normes de l'OIT seront maintenues, notamment en matière de santé et de sécurité. Et autre critère aussi au point de vue écologique, selon l'OFEV, alors on veut utiliser des matériaux recyclables, éviter des produits chimiques, organiques, mix énergétique et transport, etc. Alors, le calculateur textile pour les achats à priorité climatique, je ne vais pas passer dans les détails, mais très brièvement vous expliquer, il s'agit donc d'un outil Excel qui doit être donc rempli par les fournisseurs. Tout d'abord, il faut donc fournir des informations par rapport aux produits et aussi donc votre chaîne de livraison. Sur un deuxième Excel sheet, vous pouvez donc saisir toutes vos normes, vos labels, les certificats et ceux-ci sont liés donc avec la troisième et quatrième page, à savoir avec les critères donc sociaux comme environnemental. Si vous avez de très bonnes normes et que vous les saisissez, alors vous avez donc automatiquement répondre à beaucoup de questions et vous allez avoir beaucoup de points sans faire un effort davantage. Nous avons aussi donc un éco-bilan qui est lié donc à ce calculateur.
qui tient compte donc de tous les critères environnementaux et donc on peut calculer donc un bilan CO2 critique et on l'a comparé avec un produit de référence. Et donc, nous avons deux résultats. Donc, d'une part, disons, disons une émission théorique, une émission CO2 théorique et aussi donc le remplissage de conditions, le respect donc, de conditions pour donc ces critères d'éducation. Et donc, ça devrait être. Nous avons deux appels d'offres qu'on a testés avec ces outils. Alors, on demande ou on fait un appel à toutes les autres communes aussi de vouloir participer afin qu'on ait encore davantage donc d'études. Alors, ici, un exemple avec un polo chart avec les différentes émissions CO2 dans la chaîne de livraison et aussi le produit de référence. Donc, j'aimerais en revenir aux aliments très brièvement. Lors de l'approvisionnement de l'alimentation, alors nous avons développé un système par lequel on vous passe toutes nos commandes. Alors, ils ont justement ce symbole donc de deux qui se donnent la main en vert et il s'agit de produits bien recommandés. C'est-à-dire, les acheteurs peuvent donc choisir de manière active s'ils veulent le produit normal ou s'ils préfèrent celui qui est plus durable. Et donc, jusqu'en 2030, on espère que la moitié des aliments auront ou seront munis de ce label. Nous avons donc une exigence minimale pour donc le volaille ou bien par exemple ceux qui achètent auprès de Fairtrade aussi pour les groupes ou d'autres groupes aussi de produits par exemple dans l'aviation ou dans les véhicules motorisés. Il y a aussi certains critères donc qu'il faut respecter. On aimerait donc avancer avec nos critères et donc comme base on prend donc disons les recommandations de l'OFEV qu'on a et on ne peut que les recommander. On est aussi en train donc d'analyser aussi le cycle de vie des aliments destinés aux établissements de restauration et une extension de l'exigence minimale de proportion des produits labellisés. Pour ce qui en est donc des exigences minimales, alors nous exigeons donc une gestion environnementale du fournisseur ou du fabricant de produits, aussi avec il y a d'autres spécifications, restrictions sur les produits chimiques, par exemple, et aussi par rapport donc aux véhicules de livraison. Des véhicules de livraison qui dépassent donc ces exigences minimales. Alors, on regarde naturellement aussi le processus de logistique. Par exemple, si vous transportez vos marchandises donc par voie ferrique, bien que lors de ces appels d'offres, on a demandé plus de durabilité, eh bien, les prix étaient bien plus bas que lors de la dernière, du dernier appel d'offres, pardon. Alors, on arrive à la fin, dans la conclusion, c'est très clair, il y a encore beaucoup à faire pour les communes, pour les villes. Et alors, la voie est très longue, il y a toujours des améliorations qui doivent se faire. Lors de chaque appel d'offres, on arrive ou on entame une autre étape vers une amélioration. Alors, ce droit d'approvisionnement nous donne un certain soutien, mais je pense que donc un échange avec les autres communes me paraît aussi très important. Par exemple, donc, ce groupe donc d'intérêt pour l'approvisionnement qui prennent ou qui acceptent justement aussi le soutien donc de l'OFEV. Alors, il en revient à nous et il est très important qu'on soit exemplaire donc pour les communes comme pour les villes. Comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de travail à faire et nous avons encore le potentiel de le faire. Alors, j'aimerais terminer avec une citation que je retiens toujours et qui s'adapte tout à fait à cette thématique. Nous ne sommes
pas seulement responsable de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous ne faisons pas. Donc, dans ce sens, je vous remercie et restez à l'écoute et ensemble vers un approvisionnement durable. Alors, merci beaucoup, Sonia Gourig, pour votre présentation. Très intéressant, donc, ces outils que vous avez élaborés, donc ce calculateur, donc textile, par exemple, c'est un peu une autodéclaration avec un certain effort derrière cela, évidemment. Alors, comment est-ce que cette chose est perçue et, en fait, quel était l'impact de ce calculateur ou cette calculatrice de textile? Alors, ce sont les utilisateurs ou les fournisseurs, pardon, qui doivent donc saisir leurs données. On a fait un sondage par rapport à cette calculatrice de textile ou ce calculateur de textile et donc les réponses elles étaient très différentes. En grande partie, alors, ce calculateur a été bien accepté. On a eu beaucoup de retours positifs. Par exemple, de fournisseurs qui ont dit, bon, finalement, il y a quelqu'un qui veut donc respecter ces critères de durabilité parce qu'on fait beaucoup et puis on aimerait aussi le montrer, le démontrer. On est déjà sur la voie, on fait beaucoup et alors ils se sentent valorisés. Pour ce qui en est par rapport à l'effort, alors on a posé la question et là aussi il y a eu une grande divergence. Alors il y en a beaucoup qui ont dit que la première fois ils ont mis moins d'une heure pour répondre, d'autres plus de 2 heures, mais il y a eu des réponses qui disaient ils ont mis 1 semaine donc pour répondre à ce questionnaire. Alors c'est beaucoup, mais je présume qu'il s'agit d'un fournisseur qui ne connaissait pas encore sa chaîne de livraison ou bien qui n'avait pas encore un certificat de prêt. Donc dans ce sens, je crois que c'est bien aussi parce que on l'a encouragé donc de regarder de plus près sa chaîne de livraison. C'est ce qu'il a fait et il a certainement appris quelque chose en faisant cela. Donc, l'objectif, je crois qu'on l'a atteint. Merci beaucoup. C'était Sonia Gourig. Alors, encore une fois, merci d'être venu et merci pour votre contribution, présentation. Alors, il